have that. Alors, bonjour à tous. Je vois en ligne Augustin. J'espère que nos collègues du Tchad et qu'on vont pouvoir se joindre à nous. Allô, est-ce que vous m'entendez? D'accord. OK. Nous allons ce matin, d'abord, bienvenue à la session francophone. Il s'est passé quelque chose. Je me suis rendu compte que sur la version imprimée du programme, il n'y avait pas la mention de la section francophone. On a juste dit Lightning Talks. Donc, juste pour profiter, pour dire que ceux qui n'ont pas encore vu, nous avions cette session et puis une autre session l'après-midi à 13 heures. Bienvenue à cette session dans laquelle nous allons parler beaucoup plus d'intégration. Je suis Kofi Liadin, je suis médecin spécialiste en santé publique et en système d'information et je suis votre modérateur. Nous allons d'abord écouter une présentation qui vient du Mali, ensuite une seconde présentation qui nous parle des Comores. Nous allons parler d'intégration entre le DHS2 et d'autres logiciels. Pour le Mali, nous avons une opportunité de faire cette chose-là dans un pays où un premier recensement a montré qu'il y avait plus de 50 applications utilisées dans le système de santé. Aux Comores, nous verrons un peu comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser M-Supply pour intégrer avec DHS2 pour la logistique. Je suis heureux de vous présenter Ismaël Dambélé. Il est médecin, il est le lead du groupe HISP Mali et c'est lui qui nous fera la présentation sur l'intégration DHS2 au Mali. Ismaël, à toi. Merci bien, Kofi. Bonjour à tous. Nous vous remercions de votre présence pour assister à cette présentation qui porte sur l'intégration avec les DHSU, où nous avons pensé quand même que c'est une piste prometteuse pour limiter la fragmentation en matière de digitalisation du système d'information sanitaire au Mali. Je suis Dameli Ismail, responsable de ISP Mali. Donc, nous allons suivre le plan suivant une introduction, un aperçu du système au Mali, la problématique qui concerne l'intégration, les défis et les prérequis, les solutions que nous proposons et nous allons terminer par des recommandations. DHSU est utilisé au Mali comme plateforme nationale de gestion des données sanitaires depuis 2016. Et la problématique concerne la fragmentation du système avec environ 53 applications qui sont financées par divers bailleurs et qui sont utilisées par beaucoup de programmes, ce qui cause un souci majeur pour la qualité des données. Et nous allons suivre l'objectif d'améliorer la qualité et la disponibilité des données en allégeant la charge de travail des agents de santé et optimiser les prises de décision. Au Mali, vous avez vu déjà ces 1839 formations sanitaires qui sont là pour la collecte des données. Et le système, c'est un système pyramidal. Il y a les niveaux terrain communautaire, les niveaux intermédiaires et les niveaux national. Donc, au niveau intermédiaire, vous avez 165 districts sanitaires, dont 65 sont fonctionnels. Vous avez 20 régions sanitaires, dont 11 sont fonctionnelles. Et ceci est dû en début d'année 2025. Le pays a migré sur les nouveaux découpages sanitaires. Donc, on est passé de 11 régions sanitaires à 20 régions et de 65 districts sanitaires à 165 districts sanitaires. Ce qui fait qu'il y a certains districts et certaines régions qui sont en instance d'opérationnalisation. À ce niveau, vous avez aussi la partie nationale qui est appelée niveau stratégique, où vous avez les services centraux du pays et aussi les programmes de santé tels que le programme national de lutte contre le paludisme, le programme de vaccination et aussi la surveillance épidémiologique pour ne citer que ceci. Les DHSO au Mali couvrent tous les pays à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et les saisies sont faites généralement au niveau de la communauté, les formations sanitaires. Nous avons dit la limite actuelle du système, c'est la multiplicité des applications qui ont une faible interopérabilité avec les DHSU.
Voici un peu l'organisation du système du Mali. Vous avez, comme je l'avais dit tantôt, c'est un système pyramidal. Vous avez le niveau premier contact où il y a les centres de santé communautaires appelés formations sanitaires CESCOM. Vous avez les formations privées et les formations de santé confessionnelles. Vous avez le niveau centre de santé de référence où on appelle les hôpitaux de district, qui est la première référence. Vous avez les hôpitaux régionaux, qui sont les deuxièmes références, et vous avez les hôpitaux nationaux qui forment les troisièmes références. Les circuits de l'information, c'est depuis au niveau communautaire. Après, vous avez le niveau centre de santé de proximité. Vous avez les niveaux district sanitaire, les niveaux région et les niveaux central. Donc, toutes les données du pays concernant la santé sont gérées par la plateforme d'HS2. Comme problématique, en 2023, le pays avec les partenaires ont constaté quand même la multiplicité des outils où nous avons fait euh, une évaluation qui nous a prouvé qu'il y a 58 applications recensées et aussi 53 qui ont été vérifiées. Parce que parmi les 58, il y avait 5 applications qui n'étaient pas du tout fonctionnelles ou on n'avait pas eu d'informations sur ça. Et parmi ces 53 applications, vous avez une faible intégration et une faible interopérabilité. Et toujours comme problématique, ça joue sur la dimension de la qualité des données. Et de nombreuses applications sont financées par des bailleurs parce que nous pensons que ça doit être un peu homogène. S'il y a un bailleur, le bailleur doit soutenir au maximum 2 à 3 applications en fonction des spécificités, des sensibilités. Mais si vous trouvez qu'un seul bailleur finance plusieurs applications, ça peut créer de la redondance. Et tout ça, ça joue sur la prise de décisions parce que les décisions prises souvent ne sont pas basées sur des données fiables. Toujours comme problématique, nous avons schématisé ça et je l'avais dit tantôt, vous avez les programmes au niveau national. Et la logistique à elle seule utilise 9 applications. Vous voyez la surveillance, 9 applications, la vaccination, 7 applications, le paludisme, 5 applications, les soins de santé clinique, 7 applications. Donc ça, c'est un peu les dizaines qui est là. Un programme peut utiliser 2 à 3 applications, mais aller jusqu'à 9 applications, ça montre quand même qu'il y a beaucoup de travaux à faire pour les agents de santé. Et voici quelques bailleurs que nous avons cités. Il y a certains bailleurs qui soutiennent jusqu'à 10 applications. Ça, c'est les 3 premiers bailleurs qui soutiennent les applications. Sinon, il y a d'autres bailleurs qui soutiennent 3 applications, 2 applications. Donc, tout ça, ça cause des soucis concernant l'homogénéité du système. Et nous avons posé la question, pourquoi l'intégration? Parce qu'avec tous ces problèmes, l'intégration, ça nous permet d'avoir la qualité des données, avoir une collecte fiable et standardisée des données. Et ça permet de fluidifier aussi les systèmes d'information et les circuits de l'information et pour favoriser une optimisation du partage de l'information à tous les composantes du système. Et aussi au niveau des agents de santé, ça permet de réduire considérablement les volumes de travail des agents de santé. Comme vous le savez, c'est des êtres humains comme nous. Si vous devez remplir 5 registres, 10 fiches, 20 cahiers dans la journée, vous imaginez ce que ça fait comme erreur en matière de concentration. Et aussi, ça permet de réduire, comme on le dit, les erreurs. Une fois que vous avez le système qui est informatisé, donc il y a des contrôles qualité permanents. Mais si c'est des saisies manuelles ou bien des écrits, des collectes manuelles, donc c'est porté souvent à beaucoup d'erreurs. Donc ça permet d'éviter ça. Et quand nous faisons l'intégration, ça nous permet une compréhension commune, une compréhension des données nationales, avoir une vue holistique sur l'ensemble des applications utilisées et aussi les bons circuits de l'information. Comme défi et prérequis pour avoir une bonne intégration, d'abord il y a la gouvernance qui est citée, la coordination multisectorielle, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de programmes qui utilisent les DHSU, donc il faut qu'il y ait une bonne coordination à ce niveau. Les renforcements de la ressource humaine, parce que le DHSU est dynamique. DHSU de 2020 n'est pas égal dans certaines composantes à DHSU de 2025, donc il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités.
et la ressource humaine doit être renforcée au fur et à mesure. Il y a la mise à jour aussi de l'infrastructure technique parce que vous savez, c'est l'ère du numérique, toujours il y a des nouveautés. Donc nous devons nous adapter à la réalité du moment. Et aussi avoir une disponibilité d'un cadre réglementaire pour que les décisions politiques puissent avoir à être décidées pour que les utilisateurs utilisent ces décisions afin de ne pas être éparpillés. Donc, comme solution proposée, nous avons fait d'abord un recensement des applications utilisées par programme, comme nous l'avons dit, et 53 applications où il y a à peu près 10 bailleurs, un bailleur qui soutient 10 applications ou des programmes qui utilisent au plus de cette application. Ensuite, toujours comme solution, nous avons fait les répertoires des applications qui sont utilisées dans le système, ce qui a permis d'avoir une vue d'ensemble de toutes les applications qui sont utilisées dans le système. Et après cela, pour une très bonne intégration, je l'ai dit, après l'élaboration du répertoire, nous avons élaboré un guide d'interopérabilité qui, qui permet d'être un repère pour les acteurs du pays en fonction d'interopérabilité. L'expérience locale aujourd'hui, il y a trois interopérabilités. Il y a l'interopérabilité entre DHSU et OSP Santé, entre DHSU et les Medexis, entre DHSU et les disques Mali. Donc ça permet au système d'alléger beaucoup le travail des agents de santé et aussi d'avoir des données de qualité en temps réel. Alors, comme recommandation, nous avons dit, nous avons proposé de mettre en place une commission d'approbation des solutions numériques parce que même si un bailleur vient, qu'il a besoin de collecter certains indicateurs, qu'il a une application, il faut que cette commission puisse voir la valeur ajoutée de cette application d'abord avant que ça ne puisse être sur le terrain. Ça, c'est un premier tri à faire. Ensuite, intégrer à DHSU les données collectées par les applications ayant des capacités limitées d'interconnexion. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de ces applications qui n'ont pas la possibilité d'être interopérables, mais ils peuvent avoir une intégration avec DHSU. Donc, toutes ces applications doivent être intégrées avec les DHSU pour avoir la complétude des données. Aussi, les applications qui sont interopérables avec DHSU, mais qui ne le sont pas, de faire tout pour que ces applications puissent être interopérables avec DHSU. Faire une mise à jour périodique de l'inventaire des applications, malgré les garde-fous que nous avons dit, il se peut qu'il y a certains partenaires ou bien des programmes qui peuvent appliquer certaines applications dans les pays sans que la coordination ne soit au courant. Donc, de temps en temps, faire l'inventaire des applications du système pour voir est-ce que le nombre a diminué ou bien le nombre a augmenté. Donc, tout c'est un tag. Merci, Onichi. Je vous remercie. Ismaël, pour ce partage. Merci beaucoup à Ismaël pour ce premier partage sur les... euh, Est-ce que vous m'entendez dans le micro? Non, ça ne vient pas dans le micro. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, very good. Thank you so much. Merci beaucoup à Ismaël pour ce partage sur le Mali. Il a été économe dans la description des résultats de cette évaluation, de ce recensement des applications. On s'est rendu compte que dans certains programmes, un seul programme, on avait plusieurs applications pour faire les mêmes choses. On s'est rendu compte que les mêmes bailleurs finançaient plusieurs applications faisant les mêmes choses à travers divers programmes. On s'est rendu compte que certains programmes étaient exclusivement financés par les bailleurs et que certains étaient en fin de projet.
ils ont été complètement abandonnés. D'autres étaient proches de la fin de projet et qui sont en risque d'être abandonnés. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qui nous éclairent sur la durée de vie et la pertinence de faire certains programmes et l'intérêt que nous avons à encourager tous les acteurs à se mettre ensemble pour optimiser le peu de ressources que nous avons pour les systèmes d'information. Je vais maintenant inviter notre collègue Amine des Comores qui nous fera part de l'expérience qui a été faite aux Comores sur l'intégration entre M-Supply et le DHS2 pour la logistique. Amine, réservez bien vos questions, vos commentaires. Tout à l'heure, on aura la session. Allô? Ok. Je pense que ça marche bien. Non, non, c'est pas ça. C'est pas là. It's not the presentation. Yeah, that's not mine. I can see it. Okay, maybe. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une intégration de deux systèmes, notamment le DHS2 et le M-Supply. Donc, ces deux systèmes font référence à un seul système pour le renforcement du système d'information sanitaire et aussi pour la chaîne d'approvisionnement aux Comores. Donc, ce système est appelé LMAS, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais communément appelé ISIG, le système d'information de gestion logistique. Et je me présente, je m'appelle Amin Ahmed Chamsi, je suis data scientist et aussi administrateur de DHS2. Je ne suis pas médecin, s'il y a des questions relatives à la médecine, Kofi est là. Question de DHS2, Hélène aussi, elle est là. Donc, voici mon plan de présentation. Je vais essayer de vous présenter l'introduction des Comores pour ceux qui ne connaissent pas Comores, la mise en place du DHSD aux Comores, généralement, et aussi l'implémentation du e-sigle aux Comores qui a cette phase et aussi les prochaines étapes pour l'implémentation de ce système.
Donc, les Comores, ce sont des îles qui se trouvent dans l'océan Indien, bien sûr. Et comme vous voyez, la population, on n'est pas beaucoup, mais on s'amuse bien avec la population. Nous disposons 17, 17 districts sanitaires qui comptent aussi 89 structures sanitaires publiques. C'est juste les structures sanitaires publiques qui se trouvent aux Comores. Voici notre schéma du système d'information sanitaire actuellement aux Comores. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer de vous présenter comment les données sont collectées. Donc, les données sont collectées au niveau de la communauté, qui sont après transférées au niveau des postes de santé et puis centres de santé de district pour arriver au niveau régional, comme nous disposons trois régions sanitaires et puis le niveau central qui s'appelle la DIS, Direction de l'information des statistiques sanitaires. Donc, le DHS2 actuellement se trouve à tous ces niveaux que je viens de mentionner. Mais aussi, c'est au niveau du niveau central, là où on traite, on fait les analyses pour la prise des décisions au niveau national. Sans passer, je veux mentionner ça. Nous avons aussi l'Office central des médicaments, communément appelé OCOPHARMA, qui est l'entreprise publique chargée de faire l'achat et l'approvisionnement des médicaments au niveau des structures sanitaires. La mise en place du DHSD au Comores, ça c'est une image qui est prise au niveau du DHSD. Comme vous le voyez, j'ai bien mentionné que nous avons 89 structures sanitaires publiques, dont deux hôpitaux nationaux, trois hôpitaux régionaux, et aussi trois hôpitaux de district, et aussi 14 centres de santé de district et 11 centres de santé, et puis 56 postes de santé. Donc au total, nous avons 89 structures sanitaires publiques. Euh, les principales réalisations du DHSD aux Comores. Alors, ici, nous avons le DHS2 agrégé ou bien le DHS2 des données de santé de routine qui est mis en place en 2022. Il y a aussi le tracker de vaccination qui est toujours en phase pilote dans 25 sites de vaccination et le e-sigle qui est agrégé et puis tracker qu'on vient de l'implémenter depuis juillet 2024. Donc, c'est partiellement mis en œuvre parce que les agrégés, normalement, le système tracker est mis aux structures sanitaires qui ont de l'Internet connexion. Comme vous le savez que le tracker fonctionne avec l'Internet. Par contre, l'agrégé est configuré ou bien est utilisé au niveau des structures qui se trouvent un peu plus éloignées, qui n'ont pas d'Internet. Voilà, je vais passer à la mise en place du e-sigle ou bien LMAS au Comores. Vraiment, l'objectif de ce projet, c'était d'avoir un système unique qui permettra de gérer le flux des produits de santé payés aux Comores en améliorant la visibilité de bout en bout. Je vais prendre un peu de temps ici pour expliquer. L'Office central d'achat des médicaments, qui est appelé Ocopharma, n'avait pas de visibilité pour les produits qui sont utilisés au niveau des structures sanitaires. Je vais m'expliquer parce que tous le traitement ou bien les systèmes qui est utilisé, c'était système de papier. Donc, ils ne pouvaient pas voir le niveau de stock des produits qui se trouvaient au niveau des structures sanitaires. Du coup, ils nous ont demandé comment on peut avoir un système, qu'on peut voir le niveau de stock qui se trouve au niveau des structures sanitaires en même temps, en temps réel plutôt, pour qu'on puisse éviter les ruptures de stock. Parce qu'il y a toujours des ruptures de stock. Donc, c'est ça l'objectif de ce projet, permettra de réduire le niveau, les ruptures de stock et aussi avoir la visibilité de bout en bout. À la fin de ce projet, on aura deux tableaux de bord, notamment le tableau de bord de M-Supply. Ici, on me demande c'est quoi le M. M, c'est Medical Supply. Donc, il y aura un tableau de bord de visibilité de bout en bout à tous les niveaux. Du niveau le plus bas, notamment le niveau des postes de santé jusqu'au niveau national. Et aussi un tableau de bord de DTS2 du niveau de centre et puis juste au poste de santé. Comme feuille de route du projet, on avait cette feuille de route qui était composée par une phase d'analyse et organisation, collecte d'informations pour savoir exactement le système qui est déjà en place. Et puis la deuxième phase qui était organisée pour la configuration et puis le pilotage des deux systèmes. Comme troisième phase et quatrième phase qui s'est fait en parallèle, le déploiement des deux systèmes, notamment le M-Supply et aussi le DHS2.
Donc ici, je vous montre aussi le système existant de la chaîne d'approvisionnement. Donc, comme vous le voyez, c'était vraiment difficile après avoir visité les structures sanitaires. Donc, les structures utilisaient les formes au papier pour faire tous les stocks. Ici, c'est un exemple d'un bon de commande. Et aussi, c'est pour la gestion, même si par exemple, je vois la quantité utilisée, la quantité distribuée, et ainsi de suite. Donc, on avait un système papier qu'on voulait essayer d'améliorer ça avec un système de digitalisation. On a aussi visité l'Office central des médicaments. Ils ont un système qu'ils utilisent appelé SED. Je pense que c'est connu pour le système de gestion logistique. Donc, ici, c'est le système SED qui est utilisé avant au niveau de l'Office central. Maintenant, je passerai à la description de la chaîne d'approvisionnement nationale aux Comores. Je vais me focaliser sur deux aspects. Notamment les systèmes utilisés au niveau de l'Eco-Pharma, comme je viens de le mentionner, ou bien l'Office central d'achat. Nous avons le SEDG et aussi nous avons le système SCMT utilisé au niveau du programme de vaccination. Donc, comme vous voyez, nous avons les deux flèches ici. Pour la couleur verte, c'est pour montrer les médicaments, on dit les médicaments payants ou bien les médicaments essentiels. Et puis, nous avons les médicaments des stocks des programmes qui sont normalement gratuits. Donc, nous avons un système en parallèle. Jusqu'à présent, il y a les programmes sanitaires qui gèrent leurs médicaments à part. Il y a aussi les médicaments payants qui sont utilisés au niveau de l'Ocopharma central ou bien l'Office central. Et nous avons cette ANAMEV qui est une autorité nationale d'autorégulation des médicaments qui utilise aussi le système appelé SNODIA. Donc, on passe aux différentes phases du projet LMAS. Comme vous le voyez, ça, on vient de le mentionner. C'était juste pour vous montrer comment on a recueilli les informations. Cette réunion a été composée par les consultants de MSAPLAI, les consultants de l'Université d'Oslo et aussi HISP Rwanda, ainsi que les représentants du ministère de la Santé. La configuration et le pilotage du système, bien sûr, de MSAPLAI, qui se fait au niveau de sa office central d'achat et aussi au niveau des régions. Je ne suis pas vraiment expert à MSAPLAI, mais je vais essayer de vous montrer la page de login de MSAPLAI, comment ça se représente. Et aussi leur page d'accueil du système. Comme vous voyez, nous avons l'approvisionnement, c'est comme un tableau de bord, l'approvisionnement, la distribution, la gestion de stock, ainsi de suite. Et ici, voici comment les commandes des structures sanitaires sont reçues au niveau du logiciel OpenMSupply, au niveau de l'Office central des médicaments. Donc, maintenant, nous allons parler du DHS2. C'est un tracker. Pour vous qui maîtrisez bien le DHS2 plus que moi, c'est un tracker normalement. Donc, nous avons 6 applications ici sur le tracker. Nous avons l'accusé de réception. Bien sûr, nous allons vous montrer après. Il y a aussi les commandes payantes, comment les structures sanitaires vont faire les commandes à travers le système DHS2. Parce qu'avant, comme on l'a montré, ils prenaient leur bout de papier, les bons de commande pour aller à l'office central pour faire les commandes. Mais avec le DHS2 tracker, c'est juste s'asseoir dans leur bureau ou bien dans la pharmacie et puis lancer la commande à travers le tracker. Il y a aussi le Copharma rapport mensuel, ça c'est un rapport agrégé qui est configuré au niveau du DHS2 et un rapport quotidien qui est généré directement à partir du système en temps réel avec l'aide de l'application Data Exchange. Il y a aussi le système en temps réel qui est composé par 3 applications. Pour plus de démonstrations, j'aurai l'occasion de vous montrer après la présentation. Donc voilà un aperçu du système en temps réel. Vous voyez ici, nous avons par exemple le stock et quantité. C'est ce que l'agent de la pharmacie ou bien la vendeuse de la pharmacie utilise. Donc si un patient arrive par exemple, il suffit juste de mettre la quantité distribuée ici et puis le stock va diminuer ainsi de suite. Euh, Permettez-moi vraiment de vous montrer ça parce qu'on ne pouvait pas implémenter un tel système sans qu'on organise les stocks au niveau des pharmacies. Donc, au Comores, les pharmacies ou bien les étagères, les produits sont étiquetés par des postes comme ça, sans même des indications. Mais avec l'organisation, et aussi au milieu, vous avez les étiquettes. Mais avec l'implémentation du système LMAS, on est obligé d'organiser les stocks avec des codes QR, donc qui est déjà configuré dans le système DHS2 Tracker, qui permettra juste de scanner et puis voir tous les détails, notamment le niveau de stock disponible
ainsi que les inventaires, ainsi de suite. Donc ça, c'était le pilotage du DHS2, quelques photos pour, au niveau des structures sanitaires. Vous voyez ici un agent de la pharmacie en train de scanner le code pour avoir la quantité du stock déjà dans le DHS2. Euh, Ici, c'était le déploiement du système MSupply avec les consultants de MSupply au niveau des offices des entrepôts régionaux ou bien des médicaments. Euh, on avait aussi faire une Go Live ou l'intégration du MSupply avec DHS2, notamment à travers les commandes. Donc, la vendeuse de la pharmacie lançait la commande au niveau de sa structure sanitaire pour être reçu au niveau du DHS2, donc avec le produit. Donc ici, elle a juste fait les commandes tout en synchronisant. Bien sûr, il faut toujours synchroniser. Et on s'est rassuré que voilà, au niveau de l'IM-Supply, les commandes sont arrivées. Et puis, ils ont traité la commande tout en imprimant le bon de livraison. Et bien sûr, après avoir traité la commande, on a eu l'occasion à avoir les médicaments, ainsi de suite. Donc, on est passé à un système archaïque vers le système digitalisé permettant d'améliorer le système de gestion logistique. Bien sûr, on ne peut pas avoir un projet sans avoir des défis. La plupart des défis qui se trouvent ici sont des défis quotidiens qu'on les trouve dans nos projets, notamment le retard de l'acquisition des matériels, le retard d'adoption de la liste nationale des produits. Mais je me focalisais sur ça, la découverte d'autres listes de prix pendant le déploiement. Donc, avant le déploiement, on s'est rendu compte qu'on avait une liste nationale des prix pour les produits qui est déjà validée par l'Office central d'achat. Mais au final, quand on est déployé au niveau des structures, surtout les hôpitaux, on a découvert que voilà, il y a d'autres, les structures utilisent leur propre prix. Donc, comment nous allons faire? On a juste développé une option au niveau de MSupply permettant aux structures d'utiliser le prix défini tout en configurant cette liste qui est au niveau dynamique. Comme résultat obtenu, la mise en place du système, rapport quotidien visibilité des ruptures de stock, qui est vraiment un fléau pour toutes les structures sanitaires, un rapport automatique par DHIS2 et aussi des tables de bord de visibilité pour une visibilité de bout en bout. Voilà, c'est ce que je disais, que nous avons 12 sites de MSupply et aussi 80 sites de DHS2 et LMAS. Ici, c'est au niveau de DHS2. Nous avons un rapport à ma gauche ici, rapport quotidien qui est automatique, qui est automatisé directement à travers le système en temps réel. Et aussi, nous avons la visibilité des structures qui est représentée par les couleurs zéro. Donc, c'est tout un tableau de bord permettant de voir la visibilité des stocks. Voici le rapport, comme j'ai mentionné avant, une application appelée Data Exchange. Nous avons la liste linéaire qui est générée automatiquement du tracker et puis que nous avons un rapport journalier agrégé à ma droite ici. Euh, Vraiment, ce qui m'a impressionné avec ce système de tracker, c'est l'analyse en mode offline, surtout sur l'Android. Donc, vous voyez, ça, c'est la tablette. Même si vous êtes hors ligne, mais vous pouvez avoir toutes les analyses, notamment les stocks disponibles présents, la quantité utilisée, la correction même du stock, ainsi de suite. Donc, vous pouvez accéder aux analyses en mode offline en utilisant le DHS2 tracker, un système en temps réel. Ah, voilà le tableau de bord que je viens de mentionner pour la visibilité de bout en bout. Le tableau de bord de MSupply sera opérationnel ou bien sera disponible à tous les niveaux. Par contre, pour le DHS2, sera au niveau des centres et postes de santé. Ça, c'est un tableau de bord de MSupply. Vous voyez, nous avons l'entrepôt régional et aussi nous avons les structures sanitaires pour montrer exactement comme le tableau de bord sera de bout en bout à tous les niveaux. Comme prochaine étape, renforcement bien sûr des capacités de l'équipe nationale, intégrer les produits du programme dans le système e-sigle, par exemple les produits de vaccination parce qu'ils ne sont pas encore pris en compte dans ce système. Intégrer les pharmacies privées, bien sûr, dans la chaîne d'approvisionnement, qui est toujours un fléau. Étendre aussi le DHS2 système en temps réel et aussi assurer la maintenance du système parce qu'on ne peut pas mettre en place un système sans vraiment avoir sa maintenance de jour en jour. Voilà l'intégration qui sera faite. Nous aurons juste une seule intégration, une chaîne d'approvisionnement au niveau national avec les médicaments payants et aussi pour les médicaments de stock des produits sanitaires. Ainsi s'achève ma présentation. Merci.
Allô. Merci beaucoup pour cette expérience très édifiante. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été présentées et je crois que ça soulève deux ou trois petits commentaires. C'est l'heure maintenant de faire, on a quand même un peu de temps. On a 15 minutes pour les commentaires, les questions, pour mieux comprendre ce qui a été fait, faire des propositions pour améliorer. Donc, si quelqu'un a une intervention, un commentaire, à ce stade, l'intervention, le commentaire est plus que le bienvenu. Oui, je t'en prie. On doit devoir parler dans le micro puisqu'il y a des gens en ligne. D'accord, merci. Euh, je remercie les présentateurs qui ont vraiment présenté des projets vraiment d'intégration assez intéressants. Euh, J'aurais deux questions. La première question, c'est pour le Mali, et puis après la seconde pour les Comores. Donc la première question, c'est que dans la présentation, j'ai vu euh, les structures qui sont prises en charge. Vous avez parlé de structures privées, mais je n'ai pas vu leur intégration dans DHS2. Est-ce que au niveau du Mali, vous prenez en compte également l'activité du privé et comment est-ce que cela se fait dans cette architecture qui avait été présentée? Euh, pour le comment, peut-être c'est un problème de dénomination, mais je veux juste me rassurer. Après la présentation, ou bien à l'annonce de la présentation, j'avais l'impression que c'était deux applications. Mais après, dans le déroulé, je me rends compte qu'il y a trois. Je ne sais pas si je me trompe. Donc, je reprends. Il y a M-Supply, il y a eSig. Je ne sais pas si c'est juste. Parce que chez nous, eSig, c'est une application qui vient de ILMS. Et puis, il y a DHS2. Donc, vraiment, je voulais savoir si c'est moi, je me trompe bien. C'est juste une dénomination utilisée pour ce projet. Merci. On va répondre aux questions au fur et à mesure comme ça. Merci quand même pour cette question qui est pertinente. Comme je l'avais dit tantôt, DHSU, ça a commencé au Mali en 2016. Et au début, ça a été dit, toutes les structures privées étaient paramétrées aussi, qui devraient collecter leurs données rapportées, comme les structures publiques. Mais il y a eu quelques difficultés de rapportage des structures privées. Souvent, on parle de personnel, souvent, on parle d'équipement. Donc, avec les dynamismes de DHSU, les pays à vie, si on continue comme ça, nous n'aurons pas la complétude des données. Donc, du coup, il y a eu les paramétrages des formulaires des structures privées au niveau des aires de santé. Donc, l'aire de santé, c'est le niveau de collecte au niveau communautaire. Donc, il y a les unités d'organisation. Chaque structure privée, dans son aire une seule aire de santé, peut avoir 3, 4, jusqu'à 5 structures privées. Mais ils ont les copies dures, les structures privées. À la fin de chaque mois, ils font la collecte et ils donnent les copies dures à l'agent de santé qui fait la saisie dans les dossiers. C'est comme ça que c'est collecté pour le moment. Mais au niveau des structures même, rares sont celles qui vont faire la saisie de leurs données. Mais jusque-là, il y a des défis à relever à ce niveau. Et les données, tant que possible, sont là. Il y a les agents de santé du public qui saisissent les données des privés. Merci beaucoup, Ismaël. Donc, je repasse la parole. Mais tu veux rebondir? Oui, bien sûr. OK. Euh, c'est vraiment juste pour comprendre, hein. Maintenant, donc les structures privées sont, je peux dire au niveau de, quand vous avez présenté la pyramide, ils étaient au niveau de communautaire, c'est ça? Mais il y a des privés quand même qui ont un niveau en termes de plateau technique qui sont équivalents à un CHU. Est-ce que c'est pris en compte aussi ou bien c'est vraiment fait, quelles que soient leurs données, on ramène ça au niveau de l'aide de santé? OK, c'est vrai. Malheureusement, je n'ai pas développé tout ça vu les facteurs temps. Mais comme vous le savez, il y a les cabinets, il y a les cliniques, il y a les polycliniques. Il y a même des cliniques privées qui ont tendance à dépasser certains hôpitaux. Et dans ce genre de situation, il y a les formulaires SIH.
ou les structures privées qui ont des unités, la médecine à part, la neuro à part. Donc, ils ont les formulaires SIH. SIH, c'est Système d'information hospitalier. Parce qu'au Mali, les SIS intègrent les SLIS. Donc, dans les SLIS, il y a les sous-composantes. Il y a les systèmes d'alerte épidémiologique à part. Il y a les systèmes locaux d'information sanitaire à part, où on a les données de routine. Et il y a les systèmes d'information hospitalière, ou les données des hôpitaux. Parce que les centres de santé communautaires et les hôpitaux n'ont pas les mêmes plateaux ni les mêmes offres de prestations. Donc, les cabinets et les cliniques qui font les consultations curatives, qui font les accouchements, qui font les CPN, qui ont les mêmes activités que les aires de santé, leurs données sont collectées avec les aires de santé. Mais les cliniques plus élevées avec un haut standing ont leurs données qui sont sur d'autres formulaires à part appelés SIH. OK, merci beaucoup pour la question. Donc, juste pour clarifier, c'est juste deux applications. C'est DHS2 et puis MSupply. Donc, mais le e-sigle, c'est le projet e-sigle. On l'a juste appelé ça le projet e-sigle, comme c'est en français, mais en anglais, on appelle ça ILMAS, donc Electronic Logistic Management Information System, qui couvre juste deux applications, notamment le DHS2 et puis le MSupply. Donc, nous avons juste deux applications. Donc, l'intégration de ces deux applications font créer les e-sigles, quoi. On l'appelle juste e-sigle. Merci. Tu veux rebondir? Parce que l'idée, c'est qu'il y a deux applications, MSupply plus DHS2 égale eSigil. C'est comme ça qu'eux, ils ont dénommé le truc. Maintenant, bon, le commentaire que je veux faire, pour ici, il n'y a pas de problème. Mais la dénomination ILMS, ça fait déjà appel à un logiciel. Donc, c'est de voir si dans votre ILMS, vous mettez EI, mais si on vous écrit Non, merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre, c'est un dinosaure des systèmes d'information sanitaire et c'est vraiment un privilège de l'avoir. Merci. Merci, Kofi. Non, je voulais juste poser une question sur le Mali. Parce qu'on a parlé de la commission qui devrait régler le problème des différentes, enfin, qui devrait en tout cas valider les différentes applications. Je me posais la question, il y a une agence normalement qui existe déjà au Mali qui normalement doit s'occuper de tout ça, non? Alors, il y a L'AIM. l'Agence nationale de télémédecine, d'informatique, l'ANTIM, ça c'est l'Agence nationale, mais il y a une équipe technique DHS2. C'est depuis la mise en place de DHS2, pratiquement toutes les structures impliquées font partie de la charte. Dans ce sens, il y a l'équipe technique qui fait des réunions mensuelles pour tout ce qui concerne les DHS2, les difficultés à rencontrer, les planifications et aussi les objectifs à atteindre par moment. Et il y a aussi le comité de pilotage qui siège au niveau du ministère. Donc l'équipe technique, ça c'est juste tout ce qui concerne l'administration et la technicité. Mais l'ANTIM ne gère pas en tant que tel les données de DHSU ni DHSU, mais l'ANTIM fait partie de l'équipe technique DHSU. Et la commission dont nous avons parlé, cette commission doit être composée des cadres réels qui peuvent avoir une vue holistique sur les applications. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Merci beaucoup, Ismaël. Nous avons une question en ligne. Merci beaucoup à Amalia Lopez depuis l'Uruguay. Elle nous demande ceci. Ma question est celle-ci. Avez-vous déjà mis en pratique le système que vous avez présenté? Voyez-vous les bons résultats? Je crois que la question s'adresse directement à Amine. Je lui laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Le système est déjà mis en place, comme j'ai montré la feuille de route, donc c'est déjà mis en place. Et le système, on a déjà commencé avec le système. J'avais aussi à montrer un exemple d'une photo d'un agent de la pharmacie qui a lancé sa commande au niveau de l'Office central d'achat, donc qui a réduit vraiment le temps et les charges sur l'amélioration du système de gestion logistique. Donc, à bref, le système est déjà mis en place et nous avons eu des bons résultats, si je peux dire, parce que jusqu'à présent,
les quantités utilisées, les agents des pharmacies ne sont pas appelés à faire des traitements, des stocks, tout en écrivant sur les bouts de papier. Donc, vraiment, nous avons des bons résultats. On améliore, bien sûr, mais c'est pas suffisant et on continue toujours à les y soutenir sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Amine. OK. Peut-être pourriez-vous vous présenter comme ça. Bonjour, je m'appelle Cléa et toi, je suis doctorante à l'Université de Bordeaux et on travaille actuellement sur un projet d'implémentation d'un système d'aide à la décision dans DHIS2. Donc ma question va à Amine pour le Comore. J'avais deux principales questions. La première, c'est une question technique sur l'utilisation de ces deux logiciels. J'aimerais savoir où s'arrête DHIS2, où commence MSupply et comment est-ce que ça s'intègre. La deuxième question, c'est vraiment une question pratico-pratique. Je ne connais pas la couverture Internet aux Comores, mais je sais quand même que dans les pays, généralement en Afrique, on a ce problème de connexion Internet et j'ai compris que vous aviez besoin généralement de synchronisation. Du coup, ma question, c'est comment de façon pratique vous réussissez à faire en sorte que ce soit fluide? Est-ce que vous fournissez de la connexion Internet au personnel ou c'est fait par une couverture particulière? Vraiment, dans l'implémentation, quels sont les outils que vous avez? Merci. Merci beaucoup, Cléa. Je passe la parole à Amine pour les éléments de réponse. OK. Pour la première question, merci beaucoup. Ce sont des questions pertinentes. Pour la première question, l'intégration qui se fait entre le DHS de l'MSupply, c'est juste techniquement, c'est à travers une adresse IPA. Donc, le DHS2, comme je l'ai montré, commence du poste. Nous avons poste de santé et puis centre de santé de district. Donc, le DHS2 commence des postes de santé et puis centre de santé. Donc, ils utilisent le DHS2 tout court. Par contre, le MSupply est utilisé au niveau des hôpitaux. J'ai mentionné, nous avons 8 hôpitaux donc, est utilisé au niveau de 8 hôpitaux, ainsi que les centres, les entrepôts de régionaux pour les médicaments. Donc, nous avons 3 pour chaque île et puis l'office central. Donc, c'est là où, au total, j'ai mentionné que nous avons 12 sites de MSupply et puis 51 sites de 81 plutôt sites de DHS2. Euh, je pense que j'ai bien répondu à la première question. La deuxième question concernant l'Internet, quand j'ai mentionné la couverture d'Internet, je ne parlais pas du pays tout court, mais l'Internet qui se trouve au niveau des centres de santé, parce que c'est là où nous utilisons le système en temps réel. J'avais mentionné que OK, même si on va changer le nom après. Le LMAS est partiellement intégré. Quand je dis partiellement intégré, c'est pas juste pour montrer exactement que le DHSD Tracker est utilisé au niveau des centres de santé. Pourquoi? Parce que c'est là nous avons une connexion régulière qui est déjà financée par la Banque mondiale. Par contre, agrégé, j'ai aussi mentionné agrégé, c'est un rapport mensuel agrégé qui est utilisé au niveau des postes de santé qui n'ont pas de la connexion Internet. Donc, nous n'avons pas trouvé encore un partenaire pour prendre en charge la connexion, mais quand même, au niveau de chaque mois ou bien à la fin de mois, les structures sanitaires, notamment les postes de santé, peuvent utiliser le rapport mensuel pour synchroniser les données. Donc, le système en temps réel est utilisé au niveau des centres de santé qui ont une couverture d'Internet régulière, chaque jour, bien sûr, parce que ça, c'est chaque jour, journalier. Et puis, au niveau des postes de santé, c'est un rapport mensuel qu'on a configuré en attendant jusqu'à ce qu'on trouve un partenaire pour prendre en charge la connexion au niveau des zones un peu éloignées, notamment les postes de santé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Besoin de ça pour aller. Super. Donc, la petite dernière question, c'est vraiment sur un détail. Qu'est-ce que vous utilisez comme connexion Internet? Est-ce que bref, c'est quoi que vous utilisez? OK. Au niveau des centres de santé, c'est la fibre optique, bien sûr. Au niveau des postes de santé, sur ce projet même, la Banque mondiale, à travers un projet appelé Compass, qui est un projet au niveau du ministère de la Santé, ils ont acheté des petits modems Wi-Fi pour les postes de santé. Comme ça, ils peuvent recharger eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont recharger. Donc,
comme j'ai bien dit, on n'a pas encore trouvé un partenaire pour prendre en charge donc pour les postes de santé. Je voulais aussi répondre un peu sur la première question, notamment l'intégration de MSAPLA et d'HS2. Nous avons une liste nationale des produits et des médicaments, je pense, qui est au nombre de 457. Ça, c'est la liste des médicaments validés par l'autorité que j'ai mentionnée en AMEV. Maintenant, cette liste-là, c'est configuré au niveau de MSupply. On appelle ça source, truth of source. Donc, si par exemple maintenant vous venez avec un autre médicament qui n'est pas sur la base nationale, par exemple les pharmacies privées que j'ai aussi mentionnées là-bas, donc on ne peut pas intégrer ce médicament dans le DHSD. Il faut que ce médicament soit validé d'abord, intégré dans le système MSupply pour qu'on puisse l'ajouter au niveau de DHSD. Parce que c'est ça le problème qui se pose actuellement. Comment on peut gérer les marchés parallèles, notamment à travers les pharmacies privées aussi que l'Office central d'achat. Donc, pour ce projet de LMAS, on utilise la base nationale qui est au nombre de 457 produits. Merci. Ok, bonsoir. Moi, je suis docteur Joaquim Hippo de la Guinée équatoriale. Bon, moi, je crois que c'est une petite question. Ça peut adresser même le Mali comme à Comores. Quand on parle maintenant, parce que tout ça, toutes ces implémentations d'intégration, ce sont des projets. Et nous, on connaît que le projet a un début et un fin. Maintenant, quelles sont les mesures que vous avez prises pour la soutenabilité de cette projet après? Merci infiniment. Donc, je passe d'abord la parole à Amine, ensuite Ismaël. Ok, ça allait juste si le coordinateur du HIS pour l'Afrique de l'Est répond à ces questions à notre place. Mais parce que ça, c'est une question pertinente qui est à la une, si je peux dire. Donc, bien sûr, même le projet que j'ai mentionné, le projet Compass, qui est financé par la Banque mondiale, prend fin cette année. Donc, comme une solution à proposer, nous avons coordonné avec le ministère de la Santé pour avoir un plateau ou bien un plan de sortie. Voilà, un plan de sortie avec les autres partenaires. Si normalement, le ministère de la Santé peut prendre en charge notamment la question de la connexion, ainsi que d'autres partenaires. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore élaboré ce plan de sortie, mais nous passons à élaborer ce plan de sortie pour vraiment non seulement les infrastructures, mais aussi les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, on peut former quelqu'un et puis le lendemain, il part. Donc, pour la sustainabilité du projet, nous pensons à élaborer un plan de sortie avec les différents partenaires, notamment la Banque mondiale, Gavi, ainsi de suite, et l'OMS. Merci. Merci. Un commentaire derrière. Oui, c'est la discussion ouverte. En fait, il faut que nous-mêmes, on essaie de pousser loin un peu aussi la stratégie. Parce que, surtout en matière de pérennisation, lorsqu'on faisait des DHS2 en Côte d'Ivoire, on a un peu fait l'inverse. D'abord, c'était de voir quelles sont les dispositions au niveau de l'État à supporter ce type de projet. Et l'erreur que souvent on fait au ministère de la Santé, on finit le projet et c'est maintenant on approche l'État, on dit, ah, on a fait un projet pendant 2, 3 ans, on souhaite que vous veniez maintenant prendre le relais. Ça ne marche pas comme ça. Mais la mise en place des budgets de l'État, c'est un processus de longue durée. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans. Nous, on avait eu un projet de gestionnaire de données dans les hôpitaux. Ce projet s'est bien passé. On a montré que c'est important d'avoir des gestionnaires de données. Ils ont amélioré le système, le reporting. Et quand c'est fini, on s'envoie à l'État. L'État dit, ah bon, nous, on vous attendait, on pensait que depuis le début du projet, il fallait venir. Donc, c'est maintenant, ils ont reconnu, ils ont créé la fonction de gestionnaire de données au sein du ministère. C'est maintenant, on va faire les recrutements au niveau de la fonction publique pour recruter du personnel dédié à la gestion des données. Donc, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on commence ces projets et c'est après, on adresse le problème au ministère. Donc, essayons de, voilà, commencer un peu plus tôt. Merci infiniment, Eric. Je vais passer la parole à Ismaël avant de clôturer la session. Merci. Je pense que, comme je l'avais dit, depuis 2016, le Mali utilise des CSU et l'équipe technique que j'ai dit
est formé par les administrateurs de DHSU. Tous les programmes ont des administrateurs de DHSU. Et au niveau du pays, il y a des super admins. Et l'apport des ISPO de l'université, ça sera peut-être de les aider à suivre le dynamisme des DHSU. Chaque fois qu'il y a une nouvelle version, actuellement, les pays est sur la version 2.38. Donc, on peut les proposer de migrer sur la version. Pour les téléphones, ils sont quoi? C'est les vrais téléphones là qui sont. C'est les vrais téléphones qui. Voilà. Pour suivre les systèmes d'alerte. Okay. Donc, voilà. Donc, je disais, les pays a des super admins et l'apport extérieur peut être actuellement les appuyer pour les interopérabilités qui est d'un autre niveau et aussi les aider à migrer sur les versions supérieures des DHSU. Actuellement, tout. You heard me? C'est bon? Okay. Donc, j'ai dit pour la pérennité des DHSU au Mali, les plans sont déjà OK parce qu'il y a une équipe technique qui comprend environ une quarantaine d'administrateurs DHSU qui peut faire les configurations, les fonctionnalités DHSU et il y a deux super administrateurs. Et l'apport externe actuellement sur le plan technique peut être les appuis pour les systèmes d'interopérabilité parce que ça demande un niveau élevé. Et aussi les appuis souvent pour les migrations. Parce que les pays a 3 serveurs aujourd'hui, plus de 6 instances d'ACSU de production, sans compter les instances copies ou autres. Donc, en matière quand même de pérennité, je pense que le Mali est bien parti parce que la ressource humaine est déjà là pour faire le travail. Merci. Je voudrais vous remercier tous. Il y a un adage qui dit que l'importance n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir les meilleurs. On n'était pas nombreux, mais il y a eu des discussions très intéressantes. Et je voudrais remercier tout un chacun. Euh, on va continuer ces discussions. Regardez la communauté de pratiques francophones en ligne. On va partager cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Et on va continuer la discussion. Bonne suite de conférence à tous. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde partie de la session francophone à 13h, 13h20, je crois, où on va parler d'autres expériences. Merci et à tout à l'heure.